C'est vrai que c'est difficile de... Tu ne peux partager qu'avec les gens qui ont vécu ça. Mais il faut se méfier de ça. Parce que surtout nous, journalistes, notre rôle c'est de raconter. Mais quelquefois, tu n'as pas envie en fait. Tu as l'impression que les gens ne méritent pas l'histoire. Et ce qui est stupide, c'est pas de la faute des gens s'ils vivent dans un monde de paix. Mais c'est pas toujours facile quoi. Alors, en vieillissant, les choses s'émoussent, tu comprends les choses. Tu rentres toi après 4 mois en Syrie et ta copine te dit j'ai eu un PV, j'ai eu une semaine de merde. T'as intérêt à faire gaffe à la réponse, hein, si tu veux que ça se passe bien le dîner. Ça. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0 dans lequel je partage avec vous de grands entretiens avec des photographes, des rédacteurs en chef, des iconographes, des journalistes et parfois même des youtubeurs ou des blogueurs. Aujourd'hui, je profite de mon passage à Perpignan pour interviewer un photojournaliste que j'admire depuis le jour où j'ai lu son incroyable livre Rapporteur de guerre. Patrick Chauvel a documenté 50 ans de conflits à travers le monde et son travail est exposé dans l'excellent festival Visa pour l'image cette année en 2019. Dans ce long échange enregistré pour vous, il revient sur une partie de sa carrière de correspondant de guerre et donne de très bons conseils pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans ce dangereux métier. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Patrick de nous recevoir ici à Perpignan. On est à côté de, pas très loin de ton exposition où tu exposes à Visa. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Sachant, je pense que ça va être compliqué parce que je pense que les auditeurs de ce podcast connaissent ton travail. Moi, je suis un journaliste qui a pris un appareil photo très jeune. Et au début, c'était juste par goût d'aventure. Et à un moment donné, je me suis aperçu qu'en tant que témoin de tous ces malheurs et de toutes ces guerres, j'avais une responsabilité. Et donc, du coup, j'étais devenu journaliste, en tout cas par la pensée, par la profession de foi. Après, il a fallu que je m'améliore en photo, que je m'améliore en contact, que je me mette à écrire, etc. Et au fur et à mesure, ça s'est fait tout seul, en fait, l'école sur le terrain. Après, la difficulté, c'était de trouver de l'argent pour partir sur les reportages, puisque les journaux ne vont pas envoyer un jeune photographe de 18 ans. Et une fois que j'avais trouvé des petits boulots à Paris, j'ai pu rassembler de l'argent et partir, quoi. Et après, toute ma vie, ça a été partir. Les guerres s'enchaînent les unes derrière les autres. Et à un moment donné, vous êtes reconnu comme un photographe qui ramène les images, donc les journaux vous appellent. Et ils préfèrent envoyer un type qui a de l'expérience qu'un type qui n'en a pas, parce qu'ils estiment qu'il y a un peu moins de risques qu'il soit ou tué ou enlevé ou blessé. Ce qui est effectivement, je pense qu'acquérir de l'expérience, c'est très important. C'est pour ça que l'armée française a fait ce stage de Collioure, qui aide beaucoup les journalistes, parce qu'ils apprennent ce que c'est qu'une munition, ils apprennent ce que c'est qu'une mine, ils apprennent comment progresser sous un tir, et à quel endroit se cacher derrière une voiture, derrière le bloc moteur. Enfin, ils apprennent à gérer une situation de stress à un carrefour, à gérer une situation de stress quand on a une cagoule sur la tête et on est otage. Enfin, toutes les expériences rassemblées par les militaires, ils la transmettent aux futurs journalistes ou aux journalistes qui n'ont pas encore eu de formation. Et ça, je pense que ça diminuera les accidents. Donc là, c'est un vrai partage entre les journalistes et l'armée française qui nous apporte son expérience. Donc ça, c'est vachement bien. Je ne l'ai pas fait. Il m'avait proposé 2 places. J'en ai donné une à mon fils et à une collaboratrice. Parce que dès qu'ils m'ont dit, si tu veux faire le stage, on te l'offre, mais il faut que tu fasses un test d'effort pour le cœur. J'ai dit, bon, allez vous faire foutre. Donc, en plus, faire un test d'effort pour le cœur, c'est un bon moyen d'avoir une crise cardiaque, quoi. Goscinny est mort comme ça, quand même, en faisant un test d'effort. C'est son cardiologue, donc je voulais éviter ce genre de conneries. Par contre, j'aimerais bien participer au truc. Comme intervenant, pour donner des conseils, des feedbacks. Oui, puis Et Edouard Elias, ce qu'il fait. Moi, quand je l'ai fait, c'était Edouard qui venait pour expliquer un peu ce qui s'était passé, ce qui se passe. Oui, c'est par rapport à comme il a été otage. Exactement. Ouais. Donc voilà, l'armée sait trouver les... Ils ont le réseau. Ouais, ils ont le réseau. Moi, c'était plus pour profiter que certains confrères aient une cagoule sur la tête, les filer des coups de pied au cul, mais... Attention, on ne peut pas faire de photos. Hein. Il y a des gens qui ont essayé. Ils veulent pas. Mon fils qui l'a fait, il a une cicatrice là. Ouais. Parce qu'il avait les mains attachées à une cagoule et à un moment donné, il l'a un peu ramené.
Il a un peu rué dans les brancards. Mais à un moment donné, il y a eu un croche-patte. Et comme il avait les mains attachées dans le dos, Ouais. genre, Souvenir de Collioure. voilà, souvenir de Collioure. Le fait d'avoir un fils comme ça qui marche dans tes pas, comment tu le vois toi? Est-ce que quand lui t'a dit voilà, je veux faire ça, tu lui as dit quoi? Je dis, bah bien. Je suis mal placé pour lui dire, il va pas. Puis en plus, quand il m'a dit, si tu veux pas que je vienne, j'irai seul, je préfère qu'au début, il vienne avec moi. Comme ça, je lui évite quelques... Par exemple, à Mossoul, à un moment donné, j'ai dit, tu vois l'immeuble, le grand immeuble bleu, à 200 mètres? Il m'a dit oui. J'ai dit, bah donc l'immeuble te voit. Et on est en territoire Daesh, donc il y a des snipers. Donc mets-toi contre le mur. Il n'avait pas cette notion de regarder au-delà tout ce qui dépasse, quoi. Parce que les snipers sont très bons, hein, jusqu'à 500, 600, voire 700 mètres. Ils peuvent tuer bêtement, quoi. Donc voilà, je lui ai appris. Puis la photo qu'il y a dans l'expo, où il y a l'explosion là sur notre... Tu as fait une double dans match sur ton sujet là. Dans VSD. Dans VSD, pardon. Dans VSD. En fait, on avançait avec une unité d'élite, la Golden Division de l'armée irakienne, et on n'était pas embedded. Donc on ne pouvait pas monter dans les véhicules blindés. Donc j'avais dit au lieutenant, ok, mais si par exemple je vais à pied derrière le tank, il m'a dit, bah, ça je peux pas t'empêcher d'être à pied. Enfin, on est quand même dans des blindés quand on avance. Mais je me suis dit qu'en me collant au tank qui était devant, même si le tank est touché, c'est un Abrams, normalement ça devrait être bon, quoi. On est un peu dans l'angle mort. Enfin, il y a quand même des maisons de chaque côté. Et en fait, il faisait 50 mètres, il y avait le bulldozer qui dégageait les barricades, le tank qui suivait, et les Humvee derrière qui tiraient à la mitrailleuse de chaque côté, et le tank qui tirait au canon, et ensuite qui avançait. C'était quand même jouable. Et puis en plus, quand on avait ils avaient sécurisé 50 mètres, ils débarquaient, et ils sécurisaient les maisons, et ils plaçaient leurs snipers, et ensuite on continuait. Et à un moment donné, on a tourné dans une avenue assez large, enfin une rue plus large. Et j'ai dit à mon fils, là, parce que c'était assez courant, les voitures kamikazes, s'il y a un véhicule kamikaze, il a l'espace de prendre de l'élan. Et il va viser le tank. Donc on va laisser passer 2 Humvee. Et à peine le deuxième Humvee était passé, la voiture a frappé. Alors la chance qu'on a eue, c'est qu'elle a frappé en latéral. Donc on s'est pris des éclats, mais pas toute la force de l'explosion, parce qu'elle est partie sur la droite. Ça a touché le char, ça a viré la mitrailleuse coaxiale. Il était noir sur un côté avec des gros trous dans la carrosserie de protection, mais pas dans le blindage. Le bulldozer était couché, mais le type s'en était sorti, parce qu'il est très haut. Et puis il est blindé, évidemment. Dans le char, ils étaient sonnés, mais comme ils sont fermés. Par contre, le Humvee derrière, les mecs étaient morts. Ils avaient de la cervelle qui sortait des oreilles, quoi. C'est une blast, quoi. Et un des soldats qui était dehors était cramé, quoi. Donc là... T'es content de ne pas être embedded et être à l'intérieur, quoi. Bah, de toute façon, les journalistes embedded, il y en avait 2 dans la colonne. Ils étaient dans le 7e Humvee, avec le lieutenant. Et eux, ils ont entendu l'explosion, mais ils n'ont pas eu la photo. Justement, j'ai une question par rapport à ça. Tous les ans à Visa, il y a toujours une tribune qui sort, soit de Jean-François Leroy, soit de quelqu'un d'autre, qui dit, en gros, qui s'adresse aux jeunes photojournalistes en leur disant, par pitié, arrêtez de partir comme ça, tout seul, sans commande, sans rien. Ça sert à rien. Et en même temps, quand on est ici, quand on voit les expos, quand on voit les projets, tout est fait pour nous donner envie de partir et de prendre ce risque-là. Moi, je pense que Jean-François, son intention est bonne, mais je pense qu'il a tort. Parce que avec ce genre de philosophie, la moitié des photographes connus aujourd'hui n'auraient jamais été connus. On est tous partis comme ça. Personne n'a été... un type de 20 ans, 18 ans pour mon cas, mais en général, un type qui veut commencer dans le métier aujourd'hui, il a à peu près 25, 27, 28 ans, même voire 30 ans. Ce qui aujourd'hui est plutôt jeune, parce que les gens font des études, hésitent un peu, finissent par décider, plus le temps de pouvoir le faire, d'acheter le matos.
les gens prennent leurs responsabilités. Comment ils pourraient faire là? Vous allez voir un match, vous dites voilà, je veux faire les combats en Amazonie. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? Les combats en Colombie qui vont reprendre, s'installer en Irlande parce que s'il y a le Brexit, ça va péter. Les journaux vont vous envoyer. Par contre, si vous y allez, vous vous installez là-bas, vous allez forcément faire des images avant qu'on envoie quelqu'un, puisque vous y êtes. Et si les images sont bonnes, au troisième envoi, je vais dire que c'est pour nous. Et chaque guerre, chaque conflit qui dure un peu, plus de 2 mois ou plus de 3 mois, a accouché de talents, ceux qui y sont. Rémi Ourdan, grand reporter au Monde, écrit, était stagiaire dans une radio, et il a décidé de partir voir ce qui se passait à Sarajevo au début de la guerre civile. Il a prévenu les radios, il a pris des numéros de téléphone, il est tombé sur un bombardement, il a fait un papier pour 4 radios. Il y a eu un autre événement, il a fait un papier pour 5 radios. Ensuite, il l'appelait en disant « Est-ce que tu peux nous faire un papier sur ça, sur ça, sur ça ?» Au bout de 6 mois, ces papiers qui ont été écoutés étaient tellement bons que le Monde a dit « Est-ce que tu peux nous faire un papier ?» Et à 24 ans, ils l'ont nommé grand reporter. C'est le plus jeune grand reporter nommé sur le terrain. Il serait allé voir le Monde en disant « Je veux être grand reporter », ils auraient éclaté de rire. C'est parce qu'il était à Sarajevo qu'il a fait ça. Il n'avait pas d'assurance, il était tout seul, il dormait chez l'habitant. C'est simple, ça tient en 2 mots, vas-y. Choisis le bon conflit, vas-y. Si tu n'as pas d'expérience, essaye sur place de rencontrer des reporters pas trop cons qui vont t'aider. Il y a quelques mecs qui sont pas cons dans ce métier. Il y a même des mecs sympas. Il paraît qu'il y en a. Bon, moi je me rappelle qu'il y a un jeune une fois qui m'a dit, j'étais avec James Nachtwey sur un terrain un peu, je sais pas si tu as entendu l'histoire, mais un peu dur, et le jeune il était un peu waouh, c'est Nachtwey, donc il tournait autour de nous en ventilant, en parlant, il était un peu chiant, et on faisait exprès de lui faire le poker face, on était là, donc il savait plus quoi dire, donc à un moment donné il m'a dit est-ce que je peux prendre la piste qui est là? Je dis ouais, vas-y. Donc il a pris la piste, puis à un moment donné il a été pris d'un doute, donc il s'est retourné et moi j'étais comme ça. Donc il est revenu en courant, il a dit c'est miné. Je sais pas, t'as pas été. Ça va sauter quoi. Oui. Je dis pour les gens qui regardent. Oui, c'est ça, voilà. Je me bouchais les oreilles avec une grimace. Et il m'a dit mais c'était miné. J'ai dit j'en sais rien, t'as pas été assez loin. Vas-y, reprends. Alors c'est marrant. C'est taquin quand même un peu. Un petit peu taquin. Ouais. Et c'est marrant parce que je l'ai revu genre 2 ans après à un pot à Paris. Il avait un peu fait son chemin. Il m'a dit dis donc Chauvel, c'était miné ou pas? Je dis j'en sais toujours rien. T'as qu'à y aller quoi. Oui, t'as pas. Et depuis, chaque fois qu'on se voit, il fait bon, c'était miné ou pas? Je dis j'en sais rien, mec, retourne-y. Et ça le travaille, parce qu'il n'arrive pas à savoir si je suis vraiment un fumier. Ou un mec très drôle. Ou un plaisantin. Ouais. Et il ne le saura pas. C'est vrai que je ne sais pas si c'était miné en fait. C'est vrai? Non. Peut-être qu'il écoutera ce podcast, il le saura alors du coup. Non, voilà. J'ai dit continue, vas-y, on n'en sait rien en fait. Donc, je pense que pour un jeune, c'est bon. Non, ce qu'on peut reprocher aux jeunes, c'est de ne pas se préparer. C'est-à-dire de partir comme ça, bêtement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord voir si c'est un conflit qui va durer suffisamment longtemps. Essayer de comprendre, essayer d'appeler par exemple les gens de l'AFP, d'AP, de Reuters qui sont sur place. Essayer de voir s'il y a des gens qui parlent anglais là-bas, et s'il n'y a pas de journalistes, locaux. Repérer l'université, là où il y a les étudiants, parce que les étudiants en général sont éduqués. Et c'est eux qui vont t'aider. Il faut toujours compter sur la population locale, ça. Ils savent, c'est leur pays, ils connaissent, ils évitent les erreurs. Parce que moi, une fois, j'avais mis un t-shirt noir, un jean noir, et un Irakien qui m'a dit si tu veux, change de vêtements, tu vas te faire tuer. Je dis pourquoi? Il me dit c'est la tenue des chiites, ça. Nous, on est sunnites. Et en fait, les chiites sont en noir. Mais si tu le sais pas, et tu prends une balle dans la gueule, uniquement parce que tu as un t-shirt noir, quoi. Donc, il faut bien se renseigner. Donc, un travail en amont, et surtout prendre des cours de secourisme avancé, quoi. Il y a des types, ils partent, ils n'ont même pas un sparadrap. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils prennent une balle dans le bras, ils vont se vider de leur sang, alors qu'il suffit d'avoir un tourniquet. Ouais, un garrot toujours sur soi. Ouais, puis, j'en ai 4. Et puis savoir s'en servir surtout. Ouais. Et que les 2 premiers soient prêts, que la boucle est déjà faite. Ils ne se rendent pas compte que quand ça part,
on n'a pas beaucoup de temps. Oui, t'as plus le temps d'essayer de trouver le truc pour le mettre dans la fente, quoi. Et puis en général, tu es un peu tendu, quoi. Ouais. Tu trembles un peu, quoi. Ouais, moi, la première blessure, j'ai eu la fémorale sectionnée, c'est impressionnant. Hein. Ça gicle, hein. Et on peut assez vite perdre ses moyens, quoi. Donc, je pense que pour les jeunes, c'est étudier le pays où on veut aller, essayer d'avoir des contacts sur place, voire contacter des journalistes dont on a lu les articles pour prendre des renseignements, et surtout, prendre des cours de secourisme avancé. Parce que quand vous partez, par exemple, avec des soldats américains, français, anglais, la plupart du temps, ce qui fait chier les militaires, c'est que le journaliste n'est pas prêt. Ça va être un boulet, quoi. Bah, c'est pas des baby-sters, les mecs, ils ont que chose à foutre, quoi. Donc, et ça aide d'être avec les militaires quand ils voient que tu as les bonnes chaussures, que tu as ton poignard, que tu as ta gourde, que tu as tout ce qu'il faut, ouais. Que tu as t'as ton gilet pare-balles, tu as ton casque, tu as ton sac de couchage, tu as ta bouffe, ta flotte, tu vas pas les faire chier. Par exemple, avec les Américains, quand je suis parti, dernier truc en Afghanistan, bon, le type, on dit aux mecs qui vont partir en patrouille, bon, vous avez un journaliste avec vous. Donc là, les mecs, ils lèvent les yeux au ciel. Et merde. Et en plus, c'est un Français. Oh là là. Et à un moment donné, l'infirmier de combat, il repère j'ai un mini sac à dos avec que de quoi soigner les blessures. Avec une petite croix rouge dessus, donc il me dit, je peux voir? Donc j'ouvre. Ah, bien, pas mal. Et ça, tu sais t'en servir ou c'est juste le kit? On discute pendant une demi-heure. Et après, il a dit aux soldats américains, en mai, tout le monde s'est rassemblé. Il a dit, le Franchi, là, si jamais je suis débordé, allez le voir. Il sait faire une trachéotomie, il sait faire un garrot, il sait clamper une artère, il sait... Pansement israélien, tout ça. Voilà, ça je les avais tous. Alors il m'a rajouté de la morphine, parce que ça j'en ai pas, je peux pas voyager avec de la morphine. Ouais. Et on est parti en patrouille, et du coup les mecs, tu fais déjà partie, tu es intégré à l'unité, quoi. Tu peux te soigner toi, mais tu peux aider un mec. Ça change tout. Et donc ça c'est un conseil que je donne aux jeunes. Entre le Talisker et la morphine, il n'y a qu'un pas. Et du coup, ça aide. Et après, ça dépend comment tu te comportes. Hein. C'est comme dans la vie, quoi. Si t'es un con, ça marchera pas, quoi. Si t'es un voyou, si tu tiens pas ta parole. Donc moi, j'ai fait un workshop à Bayeux, au Festival des correspondants de guerre, où j'avais invité un médecin, un colonel chirurgien de l'armée française, des mecs de Percy. J'avais invité quelqu'un du service de presse de l'ECPAD pour que l'armée puisse dire aux jeunes journalistes ce qu'elle peut faire et pas faire. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue, en fait. Il y a la grande muette et les journalistes qui cherchent le scoop. Il y a une grosse méfiance entre les deux, quoi. Voilà, mais en fait, la grande muette, c'est pas une bonne méthode et le scoop, c'est pas un but. Il faut calmer des deux côtés. Donc c'est pour ça que j'ai fait la rencontre. Donc l'armée expliquait ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et les photographes expliquaient ce qu'ils voulaient. La personne du service de presse de l'armée ne comprenait pas forcément nos désirs. Tu vois. Après, moi, je leur expliquais, il y a la déontologie, il faut la respecter. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, tu viens d'assister à quelque chose, mais ça ne nous arrange pas pour le moment que ce soit vu ou truc, tiens parole. Ne le montre pas. C'est-à-dire que tu vas te censurer toi-même? C'est une censure momentanée. Ouais. Mais prenons un cas pratique. Sauf si c'est un crime commis par quelqu'un, évidemment, là t'y vas. Mais par exemple, la photo de ce pauvre soldat qui a foutu un masque de tête de mort. Ouais. J'étais scandalisé, quoi. Bon, là c'est l'armée qui déconne, parce que virer un mec de l'armée parce qu'il a un foulard, il charrie quand même. Il a rien fait de mal, le mec. Alors c'est quoi? Parce qu'ils ont peur de l'image de l'armée. Et la photo est superbe. La photo est vachement bien, mais bon, le photographe, s'il avait eu plus d'expérience, il aurait dû garder la photo pour lui. Tu connais la fin de l'histoire? Non, mais le mec a été viré de l'armée, le pauvre. Le mec s'est suicidé? Non, tu vois, c'est dégueulasse. Parce qu'il a été viré, parce que c'était un légionnaire et que toute sa vie c'était ça, quoi. Il est mort. C'est trop con, quoi. Mais là, c'est plus de la faute de l'armée que du photographe, parce que l'armée n'avait pas du tout à faire ça, quoi. Et le pauvre mec, ils sont pas mis à sa hauteur, quoi. Donc du coup, nous, on en parle entre journalistes en disant il faut qu'on fasse gaffe. Nous, on a un photographe qui avait fait cette photo
assez connu d'un vautour qui attend devant le petit gamin. Voilà. Et lui aussi, il s'est suicidé. Oui, à cause des réactions des journalistes. Il n'y avait pas que ça. Non, pas des journalistes, du public qui disait le vautour, c'est toi. Ouais. Or, il a pris un télé pour rapprocher le vautour, qui n'était pas aussi près que ça. Et en fait, l'enfant avait été oublié à côté d'un camp de réfugiés. La photo, c'est quoi, 250e de seconde. Il en a fait 4. Donc c'est moins d'1 minute. Et ensuite, il a pris l'enfant, il l'a ramené sous la tente des médecins et il lui a sauvé la vie. Et pendant 10 ans, il a pris des nouvelles de cet enfant. Il l'a vu grandir, il a fait un sujet sur lui. Ça, il l'a dit ça? Il l'a déclaré dans un bouquin encore? Parce que dans l'histoire, dans le Bang Bang Club, on s'arrête à l'histoire de la conférence de presse et le mec, la scène d'après, qui se suicide dans sa voiture. Non, il ne s'est pas du tout suicidé tout de suite. Et puis il avait d'autres problèmes. Il y a des problèmes de nana, de drogue. C'est un garçon fragile. Oui. Mais ça n'a pas aidé. Ouais. Bah, comme le militaire, je pense qu'il était fragile, parce que suicider, parce que l'armée te vire. C'est vrai que c'est lourd, mais il aurait pu parler à des copains, changer de nom. À la Légion, c'est facile de changer de nom. Prendre un accent portugais et puis retourner à la Légion, quoi. Ouais, ils ont des fichiers, mais bon. Bah, remettre le masque et s'engager. Mauvaise pioche. Non, mais c'est vrai que on se rend pas compte, mais prenons un cas, est-ce que toi, alors je sais, parce que je suis un lecteur assidu de tes livres, et je connais l'histoire du prêtre que tu avais pris en photo avec la doucette. Elle n'a jamais été dans la presse. Voilà. Et on n'en parlera pas, on encouragera les gens à aller lire le livre Rapporteur de guerre pour qu'ils aillent lire l'anecdote. Oui. Comme ça te fera une vente d'un bouquin qui est déjà écoulé, que vous ne trouverez jamais. Non, mais il est trouvable. Quand tu es en BD avec l'armée, comment tu réagirais, toi, quand tu es sur un convoi qui roule sur un IED? On t'a dit que ça serait cool de ne pas faire de photos. Tu fais quoi, là? Je fais des photos, mais je ne publie pas. Ben, je pense qu'il faut tout photographier. Parce que sur le moment, ok, tu tiens parole, l'armée ne veut pas que les images soient vues, en pensant aux familles et à tout ça. Mais 1 an après, pourquoi pas raconter le danger de l'armée, ne serait-ce que pour un livre interarmes, ne serait-ce que pour l'enquête, s'il y en a une. On est là, on est des pros. Donc si les types disent pas de photos de nos morts parce qu'il y a les familles, moi je réponds, photos des morts, mais on ne les publie pas. Ouais. Mais l'armée n'a pas confiance. Et donc ça, c'est vachement difficile à faire intégrer aux journalistes, parce que il y a cette envie des jeunes d'être connus, reconnus, et de faire le scoop. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer dans les cours, c'est arrêter cette idée de scoop. Il ne faut pas chercher le scoop. À un moment donné, j'avais proposé que tous les journalistes qui font la guerre aient un salaire de base, le même, tout le monde, quoi qu'il arrive. Pas trop haut, pour ne pas faire rentrer des 2005, limite. Donc, et que les photos soient jamais signées. Les photos de guerre n'ont pas à être signées. Les rédacteurs en chef savent très bien qui a fait la photo, donc si tu es bon, le rédacteur en chef va te rappeler. Le public n'a pas besoin de savoir. Moi, j'en ai rien à foutre que le public me connaisse. Si je voulais être connu du public, j'achète une guitare et je mets des bottes pointues. T'en as rien à foutre, mais malheureusement, là c'est un peu tard. Mais aujourd'hui, non mais c'est un peu tard. T'es quand même devenu une icône de reportage de guerre. Oui, mais ça, je te parle de ça d'abord il y a 20 ans, et en plus, et c'est exactement la réponse que m'ont dit les jeunes photographes, ça te va bien de dire ça, abruti, toi, t'es connu, etc. Mais au début, regarde les matchs du début, on n'était pas signés. Ouais. Tu avais marqué photo Sigma, photo Gamma, photo AP. Quand j'étais au Vietnam, je vendais mes photos AP, il n'y a jamais eu mon nom. J'ai fait une double dans la F, il n'y avait pas mon nom, il y avait marqué AP. Et je m'en foutais, moi. Moi, je m'en foutais de mes publications. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me file 4 films et que je reparte avec les Marines ou la First Cav, quoi. Parce que je m'éclatais tellement, quoi. Et la photo, c'était un prétexte. C'est au fur et à mesure que j'ai pris le sens de la responsabilité du journaliste. Et aujourd'hui où ça n'existe plus, malheureusement, ce temps où on t'appelait, ton téléphone sonnait et on te disait tu pars, et toi tu partais sans réfléchir, où maintenant le photographe il est obligé de créer son activité, gérer plein de trucs chiants comme de la communication, de l'administratif, de la compta, etc. Et en plus de gérer sa visibilité pour faire du réseau, aller à Perpignan pour rencontrer les rédactions, montrer des photos et assurer le service après-vente derrière pour pas qu'on l'oublie. Parce qu'avant on avait les agences. Ouais.
On appartenait à une agence. Moi, je connaissais personne à Match. Moi, mes photos, elles partaient de Beyrouth ou de Saïgon à Sigma. Sigma faisait des duplis pour 60 pays. Ça partait avec des correspondants, des agences locales qui redistribuaient. Il y avait un vendeur à Sigma qui foutait dans sa sacoche Brigitte Bardot à poil et le Vietnam, qui partait en scooter et qui allait voir le chef du service photo de Match. Il lui disait 3000 et le vendeur disait 3005 et le mec de Match disait non. Il traversait la rue, il allait voir VSD parce qu'ils étaient en face à l'époque. Il disait Match m'a dit 5000. Bon, 5005, ben, ça va pas. Il allait voir Match, il disait VSD m'a dit 7000. Et à un moment donné, il vendait les photos. Mais nous, on s'en occupait pas, nous. Les mecs devaient marcher. Maintenant, ils font ça au téléphone, c'est pratique. Ouais. Mais non, sauf que c'est les photographes qui le font maintenant. Il n'y a plus d'agence. C'est ça. Et comment alors? Donc il a fallu aller déjeuner avec les mecs de bureau. Tu as quand même un rédacteur en chef d'un grand journal que je ne citerai pas, que je suis allé voir il n'y a pas très longtemps, et je lui ai dit est-ce que tu peux m'envoyer à Mossoul? On fait rien sur la Syrie en ce moment. Donc j'ai failli lui dire ça tombe bien, c'est en Irak, mais je me suis dit bon, je vais pas le vexer le pauvre garçon, mais c'est rédacteur en chef d'un grand journal quand même, ça fait peur quoi. C'était l'hiver et t'as demandé qu'est-ce que c'était cette station, il la connaissait pas, c'est ça? Ouais, alors ça c'était où ça? Non, c'est le chauffeur de taxi. Quand je suis rentré du Cambodge, j'étais plâtré, tu vois, et j'étais bronzé. Et le mec il me fait ah, les sports d'hiver. Et toi t'es passablement énervé parce que tu couvres un conflit qui t'intéresse et tu t'es fait niquer par un mortier. Et les copains continuent à se marrer, toi tu rentres à Paris comme un débile, tu vois, pour signer les papiers de la Sécu. Tu vois. Et le mec, j'ai pas envie de lui répondre, tu vois. Je vois sa tronche dans le rétro là. Et je lui fais Phnom Penh. Et là, Phnom Penh. C'est quelle station ça? C'est dans les Alpes? Je me suis dit, mais je vais le tuer. Ça fait 1 an que je renvoie des photos du Cambodge. Le mec il me demande si c'est dans les Alpes, tu vois, au secours. Et à un moment donné, tu fais ouais, puis merde, tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Je supportais pas les gens qui se marrent. Je supportais pas la foule, je supportais pas la musique, je supportais pas. Je prenais ma moto, je tournais autour, je prenais ma bagnole, je faisais des kilomètres dans les campagnes. Comment tu veux parler à des gens qui n'ont pas vécu ça, tu vois? Ils comprennent pas. Je me rappelle que quand à un moment donné, c'était quoi, genre, à un moment donné, j'étais invité par Life pour me reposer à New York, parce qu'on avait eu des combats assez forts au Vietnam. Donc j'avais 23 ans à peu près. Et j'allais tous les soirs dans le même bar, boire des coups tout seul, tranquille. Et à un moment donné, c'est comme dans les films, il y a un verre qui est arrivé en glissade devant moi, quoi. Donc je me suis retourné, il y a un mec qui m'a fait comme ça et qui buvait tout seul. On s'est rien dit. Puis à un moment il s'est levé pour partir, il m'a mis la main sur l'épaule, il me fait Vietnam, bonne nuit. Enfin, il est parti, tout seul dans la nuit. Et c'est vrai que c'est difficile de... Tu ne peux partager qu'avec les gens qui ont vécu ça. Mais il faut se méfier de ça. Parce que surtout nous, journalistes, notre rôle c'est de raconter. Mais quelquefois t'as pas envie en fait. T'as l'impression que les gens ne méritent pas l'histoire. Et ce qui est stupide, c'est pas de la faute des gens s'ils vivent dans un monde de paix. Mais c'est pas toujours facile quoi. Alors, en vieillissant, les choses s'émoussent, tu comprends les choses. Tu rentres toi après 4 mois en Syrie et ta copine te dit j'ai eu un PV, j'ai eu une semaine de merde. T'as intérêt à faire gaffe à la réponse. Hein. Si tu veux que ça se passe bien le dîner, sérieusement là. On rencontre le public et on continue à raconter l'histoire. Moi mon métier, mon envie c'est de raconter l'histoire de ces gens dont on parle jamais. Alors je les prends en photo, j'écris, je fais des bouquins, je fais des documentaires, j'en parle à des dîners. Et là on a l'occasion, à chaque fois quand il y a des projections, il y a des gens qui ont l'occasion de voir des images qu'ils ne verraient jamais. Donc ça, c'est formidable.
Et c'est quand même Jean-François qui a créé ça, et c'est un boulot de dingue. Hein. Mais c'est ce qu'il dit, Visa, c'est le magazine que les gens ne verront jamais en fait. Exactement. Ouais. Après, moi ça me gêne toujours quand il y a la presse parle de la presse, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave quand c'est la presse sportive, la presse showbiz. Mais nous, quand même, on ramène des images de gens dans des situations très difficiles. Et je pense que notre meilleure position, c'est dans l'effacement. Parce que sans ça, ça devient vulgaire. Et se mettre en avant grâce à la souffrance des autres, faire attention, quoi. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord sur le fait que c'est quand même la réalité de ce métier qui l'impose aujourd'hui? Sans les agences, sans Gamma, sans Sigma, sans un mec qui faisait l'interface entre toi et ce que tu ramenais. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux exister en tant que photojournaliste, si tu veux publier, donc si tu veux gagner ta vie, tu es obligé de passer par cette étape-là. Non, tu peux te faire connaître des rédactions, pas forcément du public. Là, tu parles de la télévision, où tu as les hommes troncs là, qui ont un sourire qui leur vient des genoux, qui présentent la série. Bah, la rédaction, elle va te connaître si tu as eu des prix, si tu as eu des expos, si tu as eu de la visibilité aussi. Pas systématiquement, heureusement, mais comme tu l'as dit, j'ai eu peu de prix, hein. J'ai jamais envoyé de photos à des prix. Et chaque fois que j'ai eu un prix, je tombais des nues. Par exemple, le World Press, il y a marqué pour Newsweek par Patrick Chauvel. C'est Newsweek qui a sorti ses 4 meilleurs reportages de l'année et qui les a présentés. Moi, je n'étais pas au courant. Oui, le prix, ça aide, surtout les jeunes photographes. Il y a de l'argent. Enfin, moi, le premier prix que j'ai reçu, il s'appelle le Missouri. Personne ne connaît. Hein. Et il n'y a pas de fric. Quand je disais aux copains, j'ai le Missouri, ils me disaient, j'espère que ça se soigne. Enfin, personne ne connaît. Hein. Mais c'est le prix de l'université du journalisme américain. C'est un prix super prestigieux. Et mais bon, quand tu es un jeune journaliste, effectivement, ça t'aide. Mais je dis, il y a un équilibre à trouver. Moi, je vois les images qu'a fait Schneiderfer en Indochine. Personne ne le connaissait. L'armée le connaissait. Et il l'envoyait sur tous les coups. Parce qu'il savait qu'il était bon, qu'il était fiable. Il n'avait pas besoin d'être connu. Il a été connu après quand il a fait de la fiction et qu'il a fait la 317e section et qu'il a fait ses bouquins, quoi. Et que là, évidemment, c'est compliqué, parce que tu as raison, c'est vrai que la notoriété peut servir. Alors, j'essaie de le placer d'une manière plus... La notoriété peut servir, mais il ne faut pas faire ce métier pour être connu. Une fois que tu l'es, c'est une arme, c'est clair. Enfin, cela dit, tu vois, les trois derniers reportages, quand j'ai demandé à des grands journaux de partir, ils m'ont tous dit non. Je suis parti avec mon fric. Et tu t'appelles Patrick Chauvel ou pas. Et une fois que j'étais sur place pour le reportage de Bagous, par exemple, j'ai senti que j'avais quand même quelque chose. J'ai envoyé 4 photos en basse def à Match. Et comme c'est un journal professionnel, quoi, ils savent reconnaître quelque chose, ils m'ont tout de suite dit envoie la suite, quoi. Et du coup, j'ai publié dans Match. Mais ils ne m'ont pas envoyé. J'ai sorti 5 000 €, j'en ai gagné 3 500. Non, j'ai sorti 3 000 €. Match m'a payé 5 000 € pour 5 pages. Et si tu enlèves les costards de nos politiques, le gyrophare, l'essence, etc., il te reste 3 008. Donc j'ai gagné 800 € en 5 semaines à Bagous. Et comme tu dis, je suis connu. Et quand il y a eu la bataille de Libye, on était 3 photographes à partager une bagnole. Jérôme Cessini, moi et je ne sais plus qui était le troisième, un japonais je crois. Quand on a repris l'avion pour Paris, du Caire, déjà le taxi c'était 1 000 $ pour aller du Caire à Benghazi. Plus le billet d'avion Paris-Le Caire. Après, il te fallait un fixeur et une bagnole. 300 $ par jour. Plus l'hôtel. Et bonsoir messieurs. Et on a calculé, quand on a repris l'avion pour Paris, qu'à nous trois, en prenant toutes les dépenses et tout ce qu'on avait gagné, il nous restait 27 € en positif, à 3.
On a appelé l'hôtesse, on a fait 3 cafés. On va fêter le reportage. Les gens ne se rendent pas compte, hein, mais même sur place, les militaires, il y a des types qui disent tu dois être super bien payé pour venir là. Ils pensent que c'est le mythe du grand reporter. Voilà, et donc tu leur dis en fait là je perds de l'argent. Et là le mec te regarde en disant t'es vraiment un con, quoi. T'es un débile, quoi. Une dernière question, après je vais te libérer. Tu veux que je te montre, parce que c'est important, les commentaires. J'ai un copain à qui j'ai demandé d'écouter les commentaires des gens quand ils regardent les photos. Donc il va envoyer un... Ça doit être pas mal. C'est formidable parce que... il en a gardé que 2, hein, parce que... Il a gardé les plus... Alors... Le premier, c'est... Il y a Patrick Chauvel qu'on a vu à la télé qui est là. Et le deuxième... C'est qui Patrick Chauvel, ça, hein? Les toilettes, c'est après les photos sur le Nicaragua. Pas mal. Yes. Tu vois qu'on sert à quelque chose. Au moins, ils savent trouver les toilettes. Après le Nicaragua, les toilettes. Alors évidemment, il a envoyé ça à tous mes copains journalistes, donc ça y est, j'en ai pour 1 an. Hein, sur un terrain, les mecs vont dire n'oublie pas de faire les photos pour les chiottes, tu vois. Là, c'est parti pour 1 an, là. Si tu rajoutes l'émission d'Arte où la fille a commencé, enfin c'est dingue, l'émission d'Arte où la fille a commencé l'émission, c'est un direct en me disant vous avez perdu 4 mètres d'intestin au Panama, comment va le transit? Et là j'avais envie de lui dire je pète la santé, je me suis retenu là. Et évidemment là depuis, quand je suis au café de la Poste, c'est alors Chauvel, ça va? Ça va, ça se passe bien? Tous. Puis là, pareil, j'en ai pour 1 an. Ah oui, ça... attends, tu peux compter sur mes confrères, qui sont quand même des grands poètes et des gens délicats. Et subtils. Donc là, les transits, ça c'est parti pour 1 an. Ça. L'hydragé Fuca, Imodium, allez hop, ça va. À mon avis, ils vont faire un t-shirt. Mais vois le bon côté des choses, parce que ça peut te faire de quoi faire un nouveau livre. Voilà, qui va s'appeler Imodium. C'est un très joli titre. Oui, c'est un beau titre. Non, en fait, mon nouvel éditeur, parce que l'autre s'est suicidé, il voudrait qu'on rassemble les pompes de Ricardo, rapporteur de guerre. Donc on est en train de récupérer les droits, puisque comme il n'est plus publié. Et à partir d'il y a 10 ans jusqu'à aujourd'hui, la suite. Et on fait... Avec un petit chapitre spécial Visa pour l'image. Voilà. Avec des commentaires d'exposition. Ah, voilà, on pourrait mettre ça en d'air de couve. Franchement, ça peut marcher. Les toilettes, c'est à gauche du Nicaragua. Ça peut être le titre même. Mais je trouve que ça fait plaisir quand même. Moi, je trouve que si les gens disent mais est-ce que ça sert à quelque chose votre métier? Bah oui. Sans ça, le mec, il avait envie de pisser. Comment il aurait trouvé? Tu rigoles, mais demain, c'est samedi soir, c'est la dernière soirée. Tout le monde va se poser cette question. Tout à fait. Non, c'est aujourd'hui la dernière soirée. C'est ce soir, oui, c'est ce soir, pardon. Bon, là, on est un peu off the record, hein, mais... Je pense que tu me diras à quel moment il faudra que je coupe. Et je te présenterai un mec qui s'appelle Olivier Toscani. Toscani. Couper dès la 2e minute? Ouais, le podcast va durer 1 minute 35. Il va être très court. Non. Mais intense. Les festivals sont importants parce que c'est la rencontre entre les journalistes et le public. Et que c'est vrai que ça nous manque sur le terrain. Et que c'est là où on apprend à voir l'effet que nos photos font et quelquefois comment elles sont mal interprétées. Et du coup, sur le terrain, après, on se dit attention, ça ne change pas notre façon de faire les photos, mais ça change les photos qu'on doit présenter aux journaux au moment où elle est faite. Exemple, le photographe n'y voyait pas de mal. Bon, là, l'armée, on est d'accord. La photo avec le foulard et la tête de mort. Franchement, c'est pas grave, quoi. Il suffisait de lui dire refais pas ça, quoi. Et c'est quand il y a eu l'affaire des Français tués en Afghanistan et que la petite journaliste Véronique de Viguerie pour Paris Match. Voilà, a fait cette photo. J'ai été appelé, ils m'ont dit est-ce que tu peux en parler? Et donc là, je me rappelle, j'ai appelé Schendorfer en disant oh là, ça c'est une patate chaude là, de l'armée, ils sont foudrage. Et moi, il faut quand même que je défende le métier de journaliste. Donc comment je vais faire? Et Schendorfer m'a dit vas-y,
Après, tu vas gueuler parce que le mec qui a répondu a mal répondu. Donc, t'as qu'à répondre. Je dis, ben putain. Donc, je suis arrivé à l'émission. T'as les mecs derrière la vitre qui font le jingle et qui règlent. Et la journaliste m'a dit, alors, Chauvel, le reporter, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? Et j'ai dit, est-ce qu'on peut citer le nom de tous les soldats français qui ont été tués pour leur rendre hommage, pour commencer l'émission. Et là, ils ont été totalement pris de court. Tu vois, les mecs derrière la vitre. Et donc, le type m'a dit, bien sûr. Je dis, bah, c'est important. Pour qu'on sache de quoi on parle. Ils t'ont pas beaucoup aimé à ce moment-là, non? Bah, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les silences. Mais finalement, c'est arrivé très vite. Donc, j'ai dit, on va les dire les uns derrière les autres. Pour qu'on donne de la chair à ce dont on parle. Parce que là, vous êtes en train de parler d'un scandale, d'une image, comme s'il n'y avait rien derrière. Après, j'ai dit, je ne suis pas sûr que l'opération a été bien réfléchie. J'ai l'impression qu'il manquait un peu de l'appui, tu vois, et que les mecs n'avaient pas beaucoup d'expérience. Si j'ai bien compris, ils avaient 6 chargeurs sur eux, qu'aucun des soldats qui étaient sur l'opération ne savait se servir du poste de radio. Donc à partir du moment où le radio a été descendu, bah, ils étaient dans la merde. Tu vois, à la Légion, par exemple, chacun sait se servir du poste de radio. Donc j'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit bâclage là. Et quant à la journaliste, elle a eu le courage de contacter et d'aller vers les talibans. Donc là, c'est une très bonne jeune journaliste, elle a fait son travail. En revanche, elle a péché par jeunesse, parce que de faire la propagande des talibans, ça va un peu trop loin. Donc il m'a dit, qu'est-ce que tu aurais fait toi? Je dis, bah, le mec en uniforme qui me montre le flingue des Français fièrement, je le prends en photo, puisqu'il le fait. Mais je ne la donne pas. Après, le soir, ils étaient en bivouac, j'ai vu les photos. Il y a 2 mecs qui ont l'uniforme français. Là, j'aurais pris la photo de loin. Et dans la légende, j'aurais dit, il semblerait que le mec de gauche et le troisième à droite portent l'uniforme de l'armée française. Là, t'as pas le côté... et tu racontes la même chose. Sauf que, est-ce que c'est toi qui as la même mise sur tes légendes? Bah bien sûr que c'est moi qui ai la même mise. Ah bah ça... c'est joli, hein. Bah moi, j'ai jamais eu... J'ai eu un seul problème en rentrant du Vietnam une fois, où tu as une femme avec son bébé qui est au pied d'un M113, et les soldats américains sont dessus, donc beaucoup plus haut qu'elle, et elle fait comme ça parce qu'elle remercie un soldat américain qui vient lui donner sa bouffe. Et la légende, c'était, elle supplie le soldat américain de ne pas l'exécuter. Voilà. Moi, ce jour-là, j'ai traversé la rédaction sans un mot, et c'est parti. T'as pété un ordi, quoi. Non, il n'y avait pas d'ordi à l'époque, il y avait des dents. C'est comme un clavier, en fait, après, en tout cas. C'est vrai. Noir, blanc, noir, blanc. Et ce qui m'a valu quelques ennuis, et puis ne plus jamais travailler pour ce journal. Mais bon. Voilà. Mais l'intérêt de demander le bon à tirer à son rédac chef adoré avant non, que le truc parte. Sigma, ce qu'on a fait à un moment donné, c'est que derrière les photos, la légende était imprimée. Tu ne peux pas l'enlever. Et la loi veut que tu peux développer la légende, mais jamais aller à contresens de ce qui est dit. Donc le journal, s'il va à contresens, tu peux lui faire très mal. Hein. Ils sont obligés de faire un rectificatif. Donc moi, à part cette histoire-là où ça s'est mal fini, j'ai pas eu de problème. Ça marche avec les IPTC, ça, maintenant? Est-ce que tu t'es renseigné sur ça? Toi, tu renseignes tes IPTC, je suppose? Je les rentre après, quand j'ai le temps. Oui. Mais c'est pour ça, quand j'envoie sur place... Mais moi, en général, j'en vois pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je pars, je fais 3 semaines de photos, ensuite je rentre et je vais voir les journaux. Je déteste envoyer. Sauf pas si tu n'édites pas tes images avec les IPTC, avec la légende à chaque fois, etc. Non. Ok. Si je peux, bon, à un moment donné, s'il se passe un truc et que c'est vraiment du news, bon là, j'ai un petit ordinateur dans le sac à dos, je vais envoyer 5 photos pour les images d'archives, tu les diffuses comment? Tu les mets pas sur une agence? Je les diffuse pas. Tu cherches pas un accès Pixpalace par hasard? Non. Ah non, surtout pas. Quand j'allais te filer une carte, je lance un truc, mais... Non, moi pour l'instant, c'est une fondation qui est consultable au Mémorial de Caen, enfin qui le sera en décembre. Il y a 380 000 photos, donc 80 000 qui sont digitalisées.
toutes légendées. Il y a 1500 heures de vidéos de combat. Il y a les textes. Et tout ça va être logé au mémorial de Caen avec une expo permanente sur 400 mètres carrés. Et il y aura des tablettes où les gens pourront venir et consulter les archives. Il y aura des discussions organisées une semaine par mois avec moi dans un espace. Il y aura des discussions dans l'amphi de 700 places 3 fois par an avec des historiens. Et il y aura les lycées, les collèges, les universités, les historiens, les chercheurs qui pourront venir consulter les archives. C'est tout. C'est pas un truc à but lucratif. C'est-à-dire que moi, je rentre ça, j'alimente la fondation. D'accord. Et si je peux, je vends à la presse quand il faut. L'avantage que j'ai, c'est que c'est des Suisses qui financent ça. Et je leur ai demandé de financer 4 ou 5 reportages par an pour qu'on puisse partir quand on veut, le temps qu'on veut. Avec ton fils? Peut-être, on verra. Oui. Enfin, je dis on, oui. Le temps qu'on veut et sans être obligé de demander aux journaux la permission. Jusqu'à présent, à chaque fois que je suis parti avec les frais de la fondation, le reportage a fait qu'il s'est vendu et a remboursé les frais. Mais juste remboursé, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vivre. Comme Baghouz. 3 000 euros de frais, 5 000 euros de vente, moins les charges sociales, il te reste 800 euros ou 500 euros. Tu ne vis pas avec ça. Tu fais des formations? J'ai vu, tu fais des workshops? J'ai fait un workshop à Bayeux, c'est tout. Tu veux pas en faire plus? Bah si, bien sûr, je vais en faire. J'ai pas eu l'occasion. J'en fais un encore à Siem Reap pour les photographes asiatiques. C'est une semaine à Siem Reap. Et sans ça, j'en ai pas fait encore parce que d'abord je pars pas mal, quoi. Ouais. Mais là, je commence à vouloir en faire, quoi. Okay. Donc si tu as une proposition, avec plaisir. Par contre, si tu as des liens d'inscription pour les prochains workshops, je veux bien les rajouter dans l'épisode. D'accord. Bah, pour l'instant, j'en ai pas. Mais on en rajoutera au fur et à mesure si tu veux. Nous, ce qui est difficile pour nous, c'est que moi, je veux que les workshops soient pas payants. Et c'est vachement compliqué parce que tu as l'hôtel, non, surtout tu as l'hôtel, tu as la bouffe, c'est une semaine, et tu as les intervenants que tu payes. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait venir Rémi Ourdan du Monde, Laurent Vandin, enfin des gens comme ça, tu leur files 500 euros ou 400 euros pour la journée. Alors il y en a qui ont refusé d'être payés en disant c'est pour la bonne cause. Et les militaires qui sont venus ne se sont pas fait payer. Mais en général, ça coûte. Donc on avait calculé que si on avait 10 élèves, ça coûtait 3 000 euros par élève. Par définition, un élève n'a pas d'argent. Donc on a trouvé Nikon qui a filé 20 000 euros, on a trouvé la ville de Bayeux qui a mis de l'argent, et à la fin, ça coûtait 200 euros pour une semaine, tout compris. Tu sais que ça, tu peux le faire financer par des OPCA après. Les gens font... C'est en gros quand tu es un photographe, en fait, a accès à un fonds de formation payé par l'AFDAS, par exemple, quand il cotise comme photojournaliste, comme salarié de presse, ou comme auto-entrepreneur, et du coup, il a droit à un crédit de formation, il peut se faire rembourser, il paye, mais il se fait rembourser la formation. Ah ouais? Ouais, en fonction du nombre d'heures. Ouais. Et ça marche bien. Après, tu as Pôle emploi, tu as plein de trucs comme ça, qui prennent en charge la formation, en fait. Pôle emploi, oui, les Américains, c'est Steve Jobs, je crois, ça s'appelle. J'ai une dernière question pour toi, après je te fous la paix. Comment parce que quand on voit ton expo, ces dizaines d'années de photos, et qu'on se dit, putain, c'est juste hallucinant. Est-ce que toi, on parle de résilience et tout, comment tu fais pour gérer ce truc que tu as connu dès le départ, de mettre tes photos de conflits dans des journaux qui font une couverture avec des people, avec des familles princières. Et est-ce qu'au fil de ta carrière, tu as senti une évolution? Tu te dis, je sais pas, il y a une évolution, ou est-ce que tu as toujours été constant sur ça? Comment tu as fait pour avoir cette résilience? Non, mais dès le départ, si tu veux, même au Vietnam, hein, c'était Brigitte Bardot, la une de match, hein, c'était pas le Vietnam, rarement, quoi. Il y a Clive qui avait fait une fois un truc dément. Ils avaient mis toutes les photos, genre photomaton, de tous les morts américains de la semaine. Je sais pas si tu as vu ce numéro. Non. Avec leur nom, leur prénom, c'est tout le journal. Faut le faire. Ça, c'est balèze. Toi. La couverture était noire, en deuil, avec écrit Vietnam, et t'ouvres, et c'est tous les soldats tués pendant la semaine de...
Bon, il faut avoir du courage pour faire ça, parce que tes ventes, les gens ils n'ont pas envie de voir ça. T'imagines Paris Match faire tous les morts qu'il y a eu dans toutes les opérations au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Justement, là, on revient ici, à travers les projections. Jean-François a cette qualité, c'est qu'il n'en a rien à foutre de la pression de qui que ce soit. Donc la force, voilà, justement, la force d'un festival comme ça, c'est que Jean-François et les gens qui travaillent avec lui peuvent choisir les photos qu'ils veulent, les mettre le temps qu'ils veulent, sur 18 mètres de large, que ça plaise ou non. Et voilà, c'est un peu comme Disturb. C'est ça la force d'un festival, c'est qu'il appartient pas à... Enfin bon, il peut appartenir à... Mais en tout cas, ici, jusqu'à preuve du contraire, Jean-François a quand même balancé des trucs pas forcément politiquement corrects. N'empêche, c'est vachement optimiste parce que des marques comme Canon et des soutiens comme Paris Match continuent de soutenir malgré ça, quoi. Oui. Non, mais il y a des gens bien quand même dans ce métier. Il y en a. Il y a de la pomme. Non, il y a de la pomme. Ouais. Non, mais c'est quand même... ce sera jamais simple. Mais si tu peux pas publier en France parce que tel journal appartient à tel groupe qui est proche du gouvernement, tu peux publier aux États-Unis. Et puis encore une fois, on ne travaille pas que pour la presse, on travaille pour la mémoire collective. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut tout photographier, pas forcément tout montrer au moment où c'est, parce qu'une photo hors contexte, dans un contexte difficile, peut faire plus de mal que de bien. Mais par contre, il faut tout photographier, parce que ça peut créer un débat dans 10 ans. Tu vois. Et si tu regardes ce qui a été fait sur la Yougoslavie, les mecs qui ont été condamnés au TPI, c'est aussi grâce à des témoignages de journalistes, à des vidéos, à du son. Quand Milosevic, à la radio, dit à ses canonniers « tuez-les tous, visez les civils, rendez-les fous », ça a été enregistré. Merci Patrick pour, je t'en prie. Pour tout ça. Cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez prendre 1 minute pour noter ce podcast sur Apple Podcasts, iTunes, et laisser un petit commentaire. Ça m'aide à faire connaître ce contenu auprès des autres photographes. A très vite dans un prochain épisode.